Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, nouvelle masterclass de The Marvelous DeRozan pour nous faire gagner au Madison Square Garden. On va revenir sur ça, là le match a fini il y a à peu près 1 heure et demie de ça, donc c'est encore tout chaud, on va revenir sur ça. Mais avant, on va revenir sur toutes les petites infos qu'il y a eu sur les jours précédents, parce qu'il y a eu pas mal d'infos, et puis j'aime bien faire ça de manière assez chronologique. Euh, donc on avait 2 jours de repos, enfin 2 jours sans jouer. Donc du coup, c'était une première depuis début novembre. Ça permettait de souffler un petit peu. On s'est dit, bon, on joue pas 2 soirs de suite. Ça devrait être tranquille au niveau des infos. Ça devrait pas être trop... tu vois. Et puis, ben non. Non, parce que bon non, tu peux pas être tranquille avec les Bulls, tu vois, tu peux pas relâcher ton attention, tu peux pas t'éloigner de Twitter, parce qu'il se passe un truc. Euh, Mercredi après-midi, on nous annonce enfin les résultats de l'enquête de la NBA sur les cas Lonzo Ball avec les Bulls et Kyle Lowry avec le Heat pour les histoires de tampering. Euh, et au final, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, hein. Au début, quand c'est arrivé, on se dit, ah, la NBA va sévir, cette fois-ci, ça pourrait être beaucoup plus que ce qu'il y a eu les fois d'avant. Ça peut perdre un premier tour de draft, blablabla. Et puis au final, les Bulls et le Heat sont sanctionnés de la perte d'un second tour de draft, du prochain qu'ils ont en fait. Et du coup, pour nous, c'est le 2026. Parce que le 2022, on l'a envoyé aux Spurs dans le deal de DeRozan. Le 2023, on l'a envoyé aux Lakers en compensation pour Caruso. Le 2024, il est parti aux Pelicans pour Lonzo Ball. Et le 2025, il est parti également pour DeRozan aux Spurs. Donc du coup, notre prochain pic de second tour, c'est 2026. Donc en gros, c'est comme si on avait envoyé le pic 2024 et 2026 aux Pelicans. Ce qui n'est pas exactement vrai en fait, parce que du coup, euh, ce qui va se passer, c'est que il n'y aura pas 60 pics à cette draft-là, il y en aura 59 parce que ce pic-là sera enlevé. Donc voilà, il ne sera pas attribué à quelqu'un d'autre, c'est juste qu'il y aura un pic en moins lors de la draft. Moi, ce que je trouve un petit peu étrange, c'est pourquoi Toronto avec Kyle Lowry et pourquoi les Pelicans avec Lonzo Ball, eux n'ont rien eu, puisque finalement ils sont impliqués aussi dans le tampering, parce qu'il faut qu'on soit deux pour discuter, enfin deux franchises, quoi, pour réaliser des sign and trade qui sont annoncés 1 minute après le début de la free agency. Donc moi je trouve ça un petit peu bizarre. Mais enfin bref, voilà, on va pas faire une montagne de ça. On a perdu un deuxième tour de draft dans 5 ans pour Lonzo Ball. Je pense qu'on est quand même encore largement, largement, largement gagnant dans ce deal. Euh, mais voilà. Et ce qu'il y a aussi à préciser, c'est qu'on avait récupéré un pick 2023 au deuxième tour des Cavs dans le deal à 3 équipes où on a envoyé Mark Cannon aux Cavs, on a récupéré Derrick Jones Jr. de Portland. Sauf que ce pic des Cavs est protégé 31 à 46. Donc il pouvait pas être supprimé en fait. Il ne peut pas être utilisé comme le prochain pic parce qu'on n'est pas encore sûr de l'avoir au final. Ça va dépendre des classements, etc. Bref, ça c'était la première nouvelle de la journée mercredi. Tu te dis bon ma foi, c'est pas trop mal. Sauf que derrière, au point presse, juste avant de s'envoler pour New York, après l'entraînement, Billy Donovan annonce que Kobe White rentre dans le protocole Covid, il est testé positif, et donc du coup ne fait pas le déplacement forcément, et va louper en gros, suivant quand il va revenir, mais il va louper une dizaine de jours, et ça devrait lui faire louper 4 matchs, parce que je vais revenir un petit peu sur le calendrier aussi, c'est très très intéressant ce qu'on a là début décembre. Euh, Entre le 1er et le 18 décembre, on joue que 7 matchs. Donc 7 matchs en 18 jours, c'est très très bien, sachant qu'en plus on n'a pas joué le dernier jour de novembre. Donc en gros tu comptes 19 jours, ça fait 7 matchs. Quand tu vois la cadence qu'on a eu en novembre, ça fait souffler un petit peu et c'est pas mal du tout. Et même la suite d'ailleurs, parce que donc là je parle jusqu'au 18 décembre. Après tu as back-to-back 19-20, tu joues pas le 21, tu joues le 22, et après tu as encore 3 jours off avant un nouveau back-to-back. Je pense qu'on est quand même, tu en termes de récupération entre les matchs et de faire des vrais entraînements, etc.
Ça va être vraiment sympa et beaucoup plus pratique que les cadences infernales de novembre où tu allais en West Road Trip, tu revenais, tu te tapais un back-to-back à la maison, tu repartais en road trip en Floride et tu retapais un back-to-back en rentrant direct. Enfin bref, là ça va être quand même beaucoup plus cool avec aussi quelques équipes un petit peu plus en galère ou qui ont des blessés. Par exemple, on reçoit Denver lundi, à qui il manque beaucoup de monde. Alors je dis pas que ça va être un match facile, loin de là, hein, mais voilà, il y a pas mal d'absents de leur côté. Euh, un peu plus loin, on a Cleveland à qui il va manquer du monde aussi. Toronto. euh, voilà, le calendrier de décembre, il est quand même beaucoup plus abordable que celui de novembre, qu'on a malgré tout bien négocié. Au point que Billy Donovan a été nommé quelques heures avant le match ce soir coach du mois pour la conférence Est. Alors ça englobe le mois d'octobre avec, hein, donc c'est octobre-novembre. Et probablement que c'est pour ça qu'il l'a eu, puisque en novembre, les Bulls ont fait un bilan euh, très correct, mais pas faramineux non plus, de 9 victoires et 7 défaites. Alors évidemment, il y a les contextes, hein, avec le road trip à l'ouest, etc., les back-to-back, les difficultés de calendrier. C'est très bien de faire 8-7, c'est pas la question. Euh, mais voilà, en englobant le mois d'octobre avec, ça fait 14-8, deuxième de la conférence Est. Je pense que c'est quand même très justifié comme récompense de coach du mois. Et donc, voilà, si ça peut en aider quelques-uns quelques détracteurs de Billy Donovan qui lui mettent encore des étiquettes un peu cheloues depuis des années, que en fait non, c'est pas une buse, et que voilà, on est très content de l'avoir parce qu'il nous a permis de faire de très belles choses jusqu'ici dans ce premier quart de la saison environ. On a dépassé le quart de la saison maintenant, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de satisfaction que de points négatifs, même s'il y en a, je dis pas le contraire. Mais quand même, je pense que c'est largement justifié et mérité que Billy Donovan soit élu coach du mois de la conférence Est. Euh, donc voilà, toutes ces petites infos là, et il y avait aussi Zach LaVine, oui, tiens, j'y pensais plus. Il y avait aussi Zach LaVine qui était, comme le match contre Charlotte, il était annoncé un peu malade, et il avait quand même joué et fait un super match. Et donc il y avait encore un petit peu de doute, est-ce qu'il va mieux, etc. Au final, il s'était pas entraîné le mercredi avant le déplacement, mais il a finalement pris l'avion avec les autres et du coup il a joué. Et ce s'est pas particulièrement vu sur ce match d'Enix qu'il était malade ou quoi que ce soit. Donc tout va très bien pour lui visiblement. C'était pas une maladie liée au Covid, donc j'espère que Kobe White sera le seul euh, un peu comme Vucevic plus tôt dans la saison, il avait été testé positif et du coup il était le seul à. Il n'y a pas eu d'autres joueurs sur les jours suivants qui ont été testés positifs. Là, Kobe White l'est et du coup les Bulls vont renforcer les tests. Ce sera pratiquement maintenant tous les jours. Donc comme ils étaient euh, tous vaccinés et qu'il n'y avait pas de test positif au départ, ils n'étaient pas forcés d'être testés aussi régulièrement qu'avant, mais maintenant qu'il y a eu deux tests positifs, enfin deux joueurs avec des tests positifs, du coup c'est un petit peu, enfin c'est les règles en fait, c'est comme ça. Maintenant ils doivent faire des tests de manière plus régulière pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont contaminés. Donc espérons que ce ne soit pas le cas et que personne ne soit annoncé dans les prochains jours absent pour encore 10 jours de plus. Sachant que ouais, donc pour revenir sur Kobe, on dit 10 jours, mais à moins que dans la période de 10 jours, ils fournissent deux tests négatifs de suite en 24 heures. Et à ce moment-là, il sera autorisé à revenir plus tôt. Donc voilà, là, il a manqué New York, il va manquer New Jersey, oh, c'est vieux ça. Il va manquer Brooklyn, évidemment, pas New Jersey, parce que ça fait quand même bien longtemps qu'ils ont déménagé. Il va manquer Brooklyn ce samedi, il va manquer Denver lundi, il va manquer Cleveland mercredi, mais il pourrait être là pour la réception de Miami samedi. Non, c'est à Miami, je crois. Ouais, c'est à Miami. Enfin bref, il pourrait éventuellement revenir pour samedi prochain. À voir d'ici là en fonction de son état de santé, des tests négatifs qu'il va réussir à fournir ou pas, etc. Bref, match d'Enix, Madison Square Garden. Ah, c'était fou, c'était beau, c'était très beau. On s'est fait peur, on s'est fait un peu, on s'est fait un coup de stress. On commençait un peu à suer à grosses gouttes parce que sur la fin, c'était beaucoup plus serré que prévu, mais on s'en est bien sorti. On va quand même revenir un petit peu dans l'ordre. Évidemment, le début de match était absolument sensationnel.
sensationnel. Mais ce que les Bulls ont fait dans cette première mi-temps, ou du moins sur les 21 premières minutes, c'est exceptionnel. C'est extraordinaire. La qualité des deux côtés du parquet, la défense regroupée, les close-out, les aides, les anticipations pour piquer des ballons et ensuite partir en contre-attaque et de l'autre côté faire le show, et même sur jeu placé avec Vucevic qui était impliqué d'entrée, il a eu beaucoup de ballons et il a mis 9 des 13 premiers points, que ce soit en pick and pop. C'est un système qu'ils font beaucoup dès la première possession en fait, avec Zach LaVine qui exécute le pick and pop pour permettre à Vucevic d'être démarqué et de prendre un tir longue distance. Donc il a rentré son premier tir et derrière il a enchaîné, il a mis un 3 points, il a attaqué le cercle, il a joué des post-up. Ça a été vraiment beaucoup d'énergie et d'intensité dès les premières minutes et ça n'a fait qu'augmenter à l'entrée en jeu de Caruso et Ayo Dosunmu. Oh mais ce duo, mais il continue de m'enjailler, mais quelque chose de concret quoi. Mais c'était extraordinaire. Comment Ayo a pu jouer aussi peu sur les 2 derniers matchs, je me l'explique pas. Et j'espère que ça se reproduira pas. Parce que quand les deux sont là sur le parquet ensemble, mais c'est juste de la folie. Il y a eu des actions, mais d'une beauté incroyable. Rien que sur les 15 premières minutes du match, tu peux faire des highlights dans tous les sens. Euh, Caruso qui prend un rebond offensif, passe dans le dos pour le gros poster dunk de Vucevic sur Randle. Ayo qui déborde ligne de fond, qui claque un gros dunk. Derrière, il va piquer la balle dans les mains de Derrick Rose, il lance une contre-attaque. Il y a une autre contre-attaque une minute plus tard où Ayo lance la balle en alley-oop pour Caruso qui pète un dunk de fou furieux. Euh, C'était un carnage monumental. Les Bulls ont pulvérisé les Knicks d'entrée 37-19 au premier quart avec des actions fabuleuses dans tous les sens. Collectivement, c'était top. Les passes à l'opposé, t'arrivais toujours à trouver un gars libre. Le mouvement loin du ballon pour proposer des solutions, c'était vraiment excellent. Euh, Ça a même gonflé Taj Gibson, tu vois, il s'est dit, tu sais quoi, je veux pas, je veux rien avoir avec ça, il s'est fait expulser direct, il a joué 2 minutes, il a gueulé 2 fois sur l'arbitre, 2 techniques, allez, à la douche. Il a dit, ah, tu sais quoi, je veux pas m'emmerder avec ça. Mais voilà, c'était fabuleux, franchement, ce qu'on a montré sur la première mi-temps, parce que dans le deuxième quart-temps, c'était un peu la même chose aussi pendant de longues minutes, avec de grosses actions défensives qui ensuite permettaient d'aller se faire plaisir en contre-attaque. Il y a encore quelques dunks de qualité. Zach LaVine qui met un 3 points. Troy Brown qui a aussi rentré, qui a eu un petit peu de temps de jeu, qui a pris un bon rebond offensif, qui a mis un panier à 3 points. Les Bulls étaient à plus 21. Et à ce moment-là, il reste quoi, 3-4 minutes avant la pause. On est à plus 21, 60-39 ou un truc comme ça. Et là, je sais pas si c'est les Knicks qui se réveillent un peu ou les Bulls qui s'endorment un peu, peut-être un petit peu des deux, mais c'était un petit peu plus compliqué sur les dernières minutes. Il y a eu quelques pertes de balles qui auraient pu être évitées, et aussi beaucoup de lancers francs, beaucoup de fautes. Les Bulls étaient dans le bonus au bout de 3 minutes dans le deuxième quart-temps, et du coup les Knicks ont shooté, je crois, 14 lancers francs sur le deuxième quart-temps. C'est ce qui les a, je ne vais pas dire maintenu dans le match, parce qu'ils étaient quand même à 18 points de retard à la pause quand même, faut pas, voilà, 69-51, faut pas déconner. Mais enfin voilà, ils ont quand même réussi à scorer grâce à ça, et du coup éviter que ce soit beaucoup trop conséquent comme écart. Euh, et là tu te dis quand même, on se sent bien, là on revient de 2 jours de repos, on fait une première mi-temps absolument somptueuse, tout semble se dérouler à merveille. Mais on le sait, on l'a déjà dit 1000 fois, ça arrive pas qu'aux Bulls, ça arrive à toutes les équipes. Une avance de 20 points en NBA, c'est de l'eau. Ça ne peut pas, tu vois, ça ne te garantit rien, et surtout pas à la mi-temps, quand il reste encore 24 minutes de jeu. Et c'est ce qui est arrivé encore une fois. Dès le retour des vestiaires, on a vu des Knicks beaucoup plus accrocheurs, avec des presses plus hauts, des prises à 2 ou voire même à 3. On a vu ça plus tard dans le match sur DeRozan. Euh, Beaucoup plus d'énergie dans les hustle play. Randall qui se rend enfin compte qu'il est beaucoup plus grand et puissant que Jérôme Tegrin et qui décide d'exploiter ce match-up, qui continue de provoquer des fautes et des lancers. Fournier qui met des 3 points. Alex Burke qui provoque des lancers francs. Petit à petit, les Knicks reviennent dans ce match. Ils signent un 25-10 dans les 6 premières minutes du troisième quart-temps. Nous, offensivement, à part un 3 points de Vucevic et un de Zach LaVine, on est quand même bien à la ramasse. On perd beaucoup de ballons à la suite. Remontée de balle, perte de balle. Remontée de balle, perte de balle. Remontée de balle, perte de balle.
ou shoot précipité. On avait vraiment, vraiment du mal à retrouver notre circulation de balle et notre fluidité offensive de la première mi-temps. Et ça s'est un petit peu poursuivi dans la suite du troisième quart-temps. On a loupé des shoots ouverts, notamment Lonzo Ball qui n'était pas vraiment en réussite ce coup-ci. Il a loupé 3, 4, 5 euh, tirs à 3 points dans les corners où il était vraiment seul la plupart du temps, très peu contesté. Euh, et voilà, à force de gâcher des munitions, les Knicks reviennent dans le match. On avait encore 6 points d'avance au début du troisième quart. Mais à force de pousser, et malgré quelques bons paniers de DeRozan qui a commencé à prendre les choses en main, les Knicks sont revenus. Ils ont égalisé à 2 reprises avec Derrick Rose, avec Randall. Ils sont même passés devant brièvement. Et du coup, on a commencé à se dire, on a déjà vu ce scénario à Portland. Hein, on menait de 20 points dans la fin du deuxième quart-temps. Et puis au final, on a perdu ce match. Et puis il y a eu d'autres matchs comme ça où on a eu des avances qui ont fondu un petit peu. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je ne peux pas tant en vouloir aux Bulls parce que je sais que ça arrive tout le temps. Et il n'y a pas que à nous. Si c'était que les Bulls qui gâchaient des avances comme ça, je dirais bon là, ouais, ok. Mais toutes les équipes, tout le temps. Tu regardes, pas tous les soirs, mais pratiquement tous les soirs, tu as des équipes comme ça qui ont des avances de 15, 20, 22, 25 points et qui se font rattraper. Parce que ben, voilà, c'est comme ça va très vite dans un sens ou dans un autre. Encore plus maintenant que tout le monde shoot à 3 points dans tous les sens. Suffit que tu réussisses un ou deux N1 ou quoi, tu vois, ça va très très vite. Donc, oui, c'est sûr, quand tu as 20 points d'avance, tu es censé gérer, garder. Mais ça se fait pas comme ça. Et voilà, toutes les équipes rencontrent ce genre de difficultés à un moment donné. On n'est pas les seuls, on n'est pas un cas isolé. Donc difficile de véritablement voilà, pointer du doigt les Bulls en disant ah, c'est pas bien, machin, faut savoir gérer. Parce qu'au final, pas grand monde n'est capable. Enfin, il y a toujours des moments dans une saison où une équipe va être moins bien, tu vois, et gâcher des avances comme ça. Toutes les équipes, toutes. Donc bon, peut-être pas trop les Suns ou les Warriors en ce moment, mais enfin bon, voilà, vous avez compris le truc. Et donc du coup, on se retrouve dans une fin de match très très serrée. Vucevic met 2 autres paniers à 3 points très très importants pour nous remettre un peu devant, nous redonner un peu d'air. Vucevic qui était déjà excellent contre Charlotte et qui a enchaîné un autre match mais d'une superbe qualité, il fait 27 points. Encore de très très bons pourcentages, hein. Je crois qu'il a 10 sur 18 et 5 sur 9 à 3 points. Euh, voilà, on disait après le match de Charlotte, espérons qu'il arrive à enchaîner. Ça a été le cas sur ce match-là, donc pourvu que ça dure, là je pense qu'il est bien lancé, qu'il est bien en confiance, donc voilà, on va espérer que ça se poursuive de cette manière-là. Derrière, Zach LaVine met 2 shoots très très compliqués, il met un step back quasiment, enfin il avait le pied sur la ligne à 3 points, donc c'est qu'un 2 points, mais un gros gros shoot. Derrière, New York revient encore 111 partout. On est à un tout petit peu plus d'une minute de la fin. Et là, Caruso, mais il nous fait une interception, une de plus. Il a fini quand même, Caruso. Non, mais attention, 6 points, 6 rebonds, 6 passes, 4 interceptions sur ce match-là. Mais il a. Enfin, Caruso, tu peux pas expliquer par les stats son impact qu'il a sur cette équipe. Quand tu vois son passage entre milieu de premier quart-temps, début du deuxième quart dans ce match, c'était exceptionnel. Je pense que tu peux pas espérer mieux d'un joueur qui sort du banc en termes d'impact défensif. C'est monstrueux ce qu'il a fait. Et tout le match, il a été mais génial. Encore une fois, parce que voilà, de toute la saison, hein, évidemment, il a été extraordinaire. C'est vraiment un chouchou, mais non, mais c'est fabuleux. Mais là, on rentre dans la dernière minute du match. 111 partout, c'est chaud au Madison Square Garden. Et là, Caruso, il va piquer la balle des mains de Randall. Cookie, comme dit Stacey King. D'ailleurs, j'avais fait des cookies aujourd'hui. J'en ai encore là sur la table. Exprès, en hommage à Caruso. Tu vois, j'ai bien fait, j'étais inspiré. Mais interception. Derrière, il file la balle à Zach LaVine qui se faufile dans la défense, qui obtient 2 lancers francs. Il met les deux, 113, 111. Et euh, derrière les Bulls ont récupéré un petit peu le momentum. Les Knicks loupent leur shoot, on temporise. Euh, une vingtaine de secondes. DeRozan profite d'un screen, pénètre, voit Fournier face à lui, hop, une feinte, Eurostep, panier avec la planche, 115, 111. Et là, tu te dis, il reste 20 secondes, 115, 111. Waouh! Waouh! Parce que, encore une fois, tu as géré cette fin de match d'une main de maître. Tu t'es fait peur.
mais avec des joueurs comme Lavigne et DeRozan, tout au long de la saison, on l'a dit, DeRozan dans les quatrièmes cartons, il est d'une sérénité et d'une maîtrise mais absolue. Et derrière, les Knicks vont louper des shoots précipités. D'ailleurs, fabuleuse défense de Lonzo Ball sur Quickley qui précipite un shoot en double pump complètement loupé. Et derrière, DeRozan met les derniers lancers pour conclure le match. On gagne 119-115. Oui, on aurait pu ou dû le gagner avec plus d'avance et pas attendre les dernières secondes pour le gagner. Mais c'est quand même une super victoire. Le trio DeRozan, Lavigne, Vucevic a inscrit l'ensemble des 30 points des Bulls dans le quatrième quart-temps, dont 18 pour DeRozan. C'est quand même pas rien. Et franchement, quel festival il nous a fait. Euh, les spin moves, les turnaround jump shots, oh là 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 là. Mais encore une fois, mais DeRozan, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Franchement, c'est bluffant. Tu te dis, mais en plus, c'est des shoots tellement difficiles, mais il a une telle maîtrise sur ces shoots-là que ça rentre presque à chaque fois. Quoi. Quel joueur! Quel joueur fabuleux! Mais quel joueur fabuleux! On a vraiment une chance dingue de pouvoir observer cette équipe-là depuis ce début de saison. C'est un tel régal. Euh, on se fait peur des fois, mais comme on a déjà connu ce genre de scénario, et comme on l'avait déjà dit sur les premières fois où c'est arrivé, c'est très bien pour l'apprentissage de se dire voilà, quand ce genre de situation nous arrive, on est capable de les gérer, on panique pas, on a fait des erreurs, ok, mais là c'est trop tard, on peut plus les corriger, on se concentre sur la prochaine action, on fait ce qu'il faut et on enchaîne. Et voilà, avec DeRozan, ça passe crème, c'est réglé comme du papier à musique, c'est fabuleux. Quel joueur. Oh là là là. 18 de ses 34 points dans le quatrième quart. 12 sur 19 au shoot. 10 sur 10 au lancer franc. Masterclass. Masterclass. The Marvelous DeRozan. Quel joueur. Ah, vivement qu'ils mettent les City Edition en vente sur le site de l'NBA pour que je me le prenne avec DeRozan. Parce que là, j'ai vraiment hâte. Maniez-vous le cul NBA. Là, parce que là, franchement, ça me gonfle. Bref, voilà. Une victoire de qui est quand même super plaisante, parce que je pense que c'est le genre de match quand tu regardes sans être particulièrement fan d'une des deux équipes, tu sais, en spectateur neutre, tu te régales, parce que tout le long du match, il y a eu des hustle play, il y a eu, tu vois, c'est allé sur ton deuxième mi-temps d'un camp à l'autre, parce que la première mi-temps était clairement largement dominée par les Bulls, mais ensuite derrière, c'était beaucoup plus équilibré. Le quatrième quart, voilà, ça allait d'un sens que dans l'autre. Les Knicks repassent devant, les Bulls repassent devant, ça revient, ça égalise. Donc voilà, il y a eu du suspense jusqu'au bout. Donc c'était vraiment. Voilà, enfin, je pense que même nous, les fans des Bulls, oui, il y en a qui vont ronchonner parce qu'on aurait dû gagner plus vite, mais bon, il y en a qui ronchonnent tout le temps. Donc qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment? Voilà, c'est comme ça. Euh, donc voilà, une belle victoire de plus et à l'extérieur. Donc voilà, c'est toujours sympa d'aller faire taire les Knicks chez eux. Pas de Bing Bang au Madison Square Garden ce soir, donc ça aussi c'est toujours fun. Euh, on va enchaîner avec Brooklyn samedi sans Harris. Comme je disais dans la vidéo précédente, je crois qu'il a subi une opération au poignet de mémoire. Mais bref, il sera pas là. Mais bon, il y a quand même encore de quoi faire dans cette équipe-là des Nets. Et ça va être une belle affiche. Donc, hâte d'y être quand même si je le verrai pas en live. Mais bon, ça, c'est pas grave. On va finir avec le quiz. Donc, dans la dernière vidéo, j'avais parlé de quel était le dernier joueur des Bulls à avoir affronté son frère dans un match NBA, et c'était évidemment Robin Lopez qui avait affronté son frère Brook Lopez qui était à Milwaukee déjà à l'époque. C'était dans la saison 2018-19, la dernière de Robin Lopez aux Bulls. Et cette fois-ci, la question porte sur les Knicks, plus ou moins, parce que on a disputé historiquement 237 matchs face aux Knicks. Je crois que celui-là c'était le 238e. Et c'est la quatrième équipe qu'on a affronté le plus de fois dans l'histoire de la NBA. Donc il y a 3 équipes qu'on a affrontées plus souvent que les Knicks dans notre histoire. Et je vous demande quelle est la première. Je ne vais pas demander les 3 parce que c'est quand même compliqué. Mais quelle est l'équipe numéro 1 qu'on a affrontée le plus de fois dans notre histoire? C'est une équipe qu'on a affrontée 271 fois en 56 saisons de NBA maintenant pour nous. Donc voilà, dites-moi qui c'est. Et puis voilà, d'ici à. Enfin, c'est quand même pas
très très compliqué, il suffit de réfléchir 2 secondes, c'est pas trop compliqué. Puis ça se trouve assez facilement quand même. Bref, on va profiter de cette belle victoire sur les Knicks en finissant les cookies, hein. Et puis bah, on va tranquillement euh, se préparer pour cette belle affiche de samedi soir contre les Nets. S'il y a d'autres infos d'ici là, bah, on en parlera dans la vidéo débrief des Nets. Mais voilà, en attendant, bah, on va juste kiffer, on va profiter. Et puis bah, voilà, on se retrouve très bientôt pour débriefer d'autres nouvelles victoires et d'autres matchs super intéressants et intenses de la part de cette équipe. Parce que franchement, ils nous régalent. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. Je pense qu'on a passé assez de tests maintenant, donc ça va aller. Je pense qu'on est bien. Donc voilà, d'ici la prochaine fois, ben, portez-vous bien comme d'habitude et puis à très très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.